Il y a quelque chose au Texas qui vous apprend où ne pas regarder. Vous reculez le pick-up jusqu'à la rampe de mise à l'eau sans jeter un œil au roseau. Vous marchez en tongs jusqu'à la boîte aux lettres, le long du chemin de gravier. Vous passez devant le tas de broussailles, devant le fossé de drainage. Et pas une seule seconde, vous ne vous demandez ce qui pourrait être allongé à l'ombre, juste là, à 2 mètres de votre pied. Ce n'est pas de l'imprudence, c'est autre chose. C'est une sorte de traité que l'État entier semble avoir signé en silence. Les bêtes sauvages, ça vit ailleurs, dans les documentaires. Là-bas, du côté de Big Bend, dans les fourrés que personne ne traverse. Pas ici, pas sur cette route de ranch, pas sous ce ponton. Sauf que les animaux, eux, n'ont jamais signé ce traité. Ils sont dans les roseaux. Ils sont sous le ponton. Et les gens qui vivent le plus près d'eux sont presque toujours ceux qui se sont entraînés le plus dur à ne pas les voir. Aujourd'hui, on descend le classement de 11 prédateurs qui vivent au Texas en nombre que la plupart des habitants refuseraient tout simplement de croire. Et le classement ne se fait pas selon lequel est le plus dangereux sur le papier. Il se fait selon un critère bien plus dérangeant. À quel point les gens qui partagent le même sol qu'eux ont décidé, collectivement, de faire comme s'ils n'existaient même pas. Quand on arrivera au numéro 1, vous comprendrez peut-être pourquoi l'animal le plus silencieux de cette liste est aussi celui que personne n'admettra croiser tous les jours. Avant de commencer, si c'est le genre de sujet qui vous trotte encore dans la tête une fois la nuit tombée, abonnez-vous. Ça prend 2 secondes et ça aide énormément la chaîne. Et pendant que vous êtes là, dites-moi une chose, d'où est-ce que vous regardez cette vidéo en ce moment même? Mettez le nom de votre ville en commentaire. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Numéro 11, le lynx roux. On commence par une rumeur qui vit dans les 254 comtés du Texas. Le lynx roux est présent partout. Dans les forêts de pine de l'Est, sur les franges du désert à l'ouest, et jusque dans la bande de verdure qui longe un lotissement de San Antonio. Il est absolument partout. Et pourtant, presque personne ne pose jamais les yeux dessus. C'est exactement pour ça qu'il est construit ainsi. Un adulte pèse entre 7 et 16 kilos. Imaginez un chat domestique redessiné, plus long, plus sec, infiniment plus capable. Il chasse précisément sur les coutures du monde, là où les quartiers s'arrêtent et où les broussailles reprennent. La servitude de drainage derrière les maisons. Le terrain vague en impasse. Le parcours de golf à la première lueur du jour. Et le déni ici est presque total. Un habitant aperçoit une silhouette, un gros chat, dit-il. Puis il décide, tout seul, que ça devait être l'animal de compagnie de quelqu'un, un exotique échappé de sa cage. Parce que l'autre réponse, celle qui dit qu'un prédateur sauvage entretient un circuit de chasse le long de sa clôture, ne rentre pas dans l'histoire qu'il se raconte sur l'endroit où il habite. Le lynx roux mérite cette 11e place, parce qu'il est la porte d'entrée parfaite. Il installe la règle qui va gouverner tout le reste. Au Texas, les prédateurs qui réussissent le mieux sont ceux que vous avez déjà décidé de considérer comme irréels. Et si celui-là est un fantôme, le suivant, lui, est une ville entière qui s'étend. Numéro 10, le coyote. Tout le monde sait que le coyote est là. Ce n'est pas la question. La question, c'est où exactement? Il est confirmé dans chacun des 254 comtés de l'État, oui. Mais il a fait bien mieux que ça. Il est entré tranquillement au cœur des villes. Il y a des coyotes qui creusent leur tanière à l'intérieur du périphérique de Houston, qui traversent des parkings à Dallas, qui travaillent dans les corridors verts d'Austin comme un facteur fesse à tourner. Un adulte pèse entre 9 et 16 kilos et il mange à peu près n'importe quoi, y compris le chat qu'on a laissé dehors ou le petit chien attaché près de la lisière des arbres après la tombée du jour. Voilà où le déni s'installe. Quand une silhouette traverse un parking éclairé au néon, l'esprit attrape le premier dossier disponible. Chien errant. C'est le seul classement que la plupart des gens possèdent, parce qu'il est infiniment plus confortable de croire qu'un animal de compagnie s'est échappé que d'accepter qu'un canidé sauvage a fait des égouts pluviaux et des terrains de baseball son territoire de chasse. Le coyote prend la 10e place parce qu'il a emménagé en ville pendant que tout le monde s'accordait à dire qu'il était encore à la campagne. Jusqu'ici, on a parlé d'animaux que les gens confondent avec autre chose. Le suivant, ils ne le confondent avec rien. Ils l'enjambent, tout simplement. Numéro 9. Le mocassin à tête cuivrée. Il est responsable de plus de morsures venimeuses que n'importe quel autre serpent de l'État. Et presque aucune n'est fatale. C'est précisément pour ça qu'il est ici. Le mocassin à tête cuivrée est un maître dans l'art de ne rien faire. Sa robe cuivrée, ses bandes en forme de sablier, tout cela se dissout dans les feuilles mortes avec une perfection qui frôle l'absurde. Des gens se tiennent à 30 cm de lui et ne voient que du sol. Rien d'autre. Du sol. Il ne siffle pas. Il n'a pas de grelot. Il ne fuit pas. Il fait le pari, calmement,
que vous n'allez pas le remarquer, et la plupart du temps, il gagne ce pari. Il vit dans le tapis de feuilles des bois de l'Est du Texas. Il vit aussi dans les parterres de fleurs des banlieues, sous les arbustes taillés, derrière les pots de terre cuite. Le déni, cette fois, est une question d'arithmétique. Les gens se rassurent en se disant qu'il n'y a pas de serpent dans le coin, tout en jardinant à main nue au beau milieu d'un habitat idéal pour ce reptile précis. Et la morsure, quand elle arrive, tombe sur une main ou sur une cheville qui s'est glissée dans un endroit que l'œil avait déjà déclaré vide. Numéro 9 pour le serpent que vous avez très probablement déjà enjambé cette année, sans jamais le savoir. Celui-là gâche la terre ferme. Le suivant s'occupe de l'eau. Numéro 8, le mocassin d'eau. On l'appelle aussi le mocassin à bouche de coton et il vit sur toute la moitié orientale du Texas, c'est-à-dire très exactement aux endroits où les gens vont se rafraîchir. L'abreuvoir de la ferme, le marais à cyprès, le bord de l'étang, là où l'herbe se couche dans l'eau tiède. Il est épais, massif, sombre, et quand on l'accule, il rejette la tête en arrière et ouvre grand la gueule, exposant cette doublure d'un blanc de coton qui lui a donné son nom. Son venin est hémotoxique et une morsure sérieuse est une véritable urgence médicale. Et voici le déni. Au Texas, toute forme sombre qui glisse dans l'eau est balayée d'un revers de main. Ce n'est qu'une couleuvre. Ce n'est qu'un bâton. Les gens nagent là où ces serpents se chauffent au soleil et ils se répètent que l'eau est vide, parce que regarder de plus près changerait complètement la texture de l'après-midi. Ce serpent est tissé dans les mêmes trous d'eau, les mêmes berges de pêche où les familles reviennent chaque été depuis 3 générations. Numéro 8 pour l'animal qui transforme l'eau à laquelle vous faites confiance en eau que vous avez choisi de ne plus regarder. Et pourtant, ce n'est même pas le serpent le plus dangereux de l'État. Numéro 7. Le crotal diamantin de l'Ouest. Voici le serpent que tout le monde peut décrire de mémoire, et que presque personne ne s'attend vraiment à rencontrer. Le crotal diamantin de l'Ouest est le serpent le plus dangereux du Texas selon le seul critère qui compte. Il provoque plus de morsures graves et plus de décès liés à une morsure que n'importe quelle autre espèce de l'État. Son territoire n'est pas un recoin perdu. Il couvre la majeure partie du Texas, du Hill Country aux fourrés du Sud jusqu'aux abords des villes de l'Ouest. Un gros spécimen mesure couramment entre 90 cm et 1,20 m. Les plus grands dépassent le 1,80 m avec un corps aussi épais qu'un poignet d'homme et des crochets assez longs pour injecter le venin en profondeur. Il donne un avertissement, bien sûr. Ce crécellement sec, cette vibration que personne n'oublie une fois qu'il l'a entendu. Mais voici ce que les gens ne savent pas. Ils ne l'utilisent pas toujours. Et là où beaucoup de serpents s'enfuient, lui tient sa position. Il vit dans les mesquites et les tas de pierres, dans les hautes herbes qui bordent le sentier que vous parcourez chaque matin. Le déni, ici, prend la forme de la confiance. Les gens traversent un territoire à crotal idéal en short et en chaussures basses, absolument certains qu'ils l'entendraient venir. Pendant ce temps, l'animal est enroulé à l'ombre, juste à côté du chemin que vous connaissez par cœur, en train de faire l'unique chose pour laquelle il est construit. Attendre. Numéro 7 pour le serpent que tout le monde sait dessiner et que presque personne ne surveille. Le suivant, lui, ne ressemble même pas à un prédateur. Et c'est précisément ce qui le rend redoutable. Numéro 6, l'abeille africanisée. On est pile à la moitié du classement. Et si vous êtes encore là, c'est que vous faites clairement partie de ceux qui veulent vraiment savoir ce qu'il y a dehors. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce qu'à partir d'ici, la liste devient difficile à oublier. Passons donc au prédateur qui n'a pas l'air d'en être un. L'abeille africanisée, celle que les journaux ont surnommée l'abeille tueuse, est installée au Texas depuis 1990, quand la première colonie a franchi la frontière et s'est établie dans le comté de Hidalgo. À l'œil nu, elle n'est rien. Une abeille. Impossible à distinguer de la variété paisible sans passer par un laboratoire. Toute la différence est dans le tempérament. Une colonie africanisée défend son nid avec une férocité que les abeilles ordinaires n'affichent jamais. Elle répond à une simple perturbation avec 10 fois plus de piqûres. Elle poursuit une menace sur des centaines de mètres, et elle ne renonce pas au moment où une colonie européenne aurait déjà abandonné. Elle a causé la mort de personnes et de bétail au Texas, le plus souvent quelqu'un qui passait la tondeuse ou qui a cogné sans y penser une cavité dans un mur où une colonie s'était installée. Le déni, ici, c'est le déguisement. Personne ne sursaute devant une abeille. Alors l'essaim dans le boîtier du compteur d'eau, la colonie dans le poteau de clôture creux, tout ça reste ignoré, jusqu'à la seconde où ça ne l'est plus. Numéro 6 pour le prédateur qui se cache à l'intérieur de l'insecte le plus banal du jardin. Et si vous pensez que la liste ne peut plus vous surprendre, la carte mentale que vous avez du Texas est sur le point d'être redessinée. Numéro 5, l'ours noir. Il existe une population d'ours noirs qui se reproduit et qui s'étend au Texas. Et la carte mentale que la plupart des gens ont de cet état n'a tout simplement aucune place pour ça.
Du bétail, du pétrole, une côte, des collines. Pas d'ours. Et pourtant, l'ours noir est là. Protégé par l'État en tant qu'espèce menacée, il revient discrètement sur des terres dont il avait été chassé il y a un siècle. C'est une histoire de retour. Réduit à presque rien au début du 20e siècle, les ours recolonisent le Texas par deux portes à la fois. Par le sud, en remontant du Mexique jusque dans le Trans-Pécosse, où des populations reproductrices se maintiennent aujourd'hui dans les montagnes Chisos et Guadalupe. Et par l'est, en descendant de Louisiane et d'Arkansas jusque dans le Big Thicket. En 2025, les autorités de la faune sauvage du Texas ont confirmé des observations dans plusieurs comtés de l'est de l'État. Un mâle adulte pèse couramment entre 90 et 140 kilos. Il faut être honnête, l'ours noir ne chasse pas l'homme. Il préfère 1000 fois partir que se battre. Mais il est puissant, il apprend extrêmement vite, et un ours qui a fait le lien entre les quartiers résidentiels et la nourriture facile. La benne à ordures mal fermée, la gamelle du chien laissée sur la terrasse, devient un vrai danger. Et ce lien-là, ce sont les humains qui le fabriquent, sans le vouloir. Le déni vit dans la surprise. Je n'avais aucune idée qu'il y avait des ours ici, dit-on, dans un comté qui en héberge tranquillement depuis des années. Numéro 5. Mais l'animal suivant, lui, le Texas ne peut même plus prétendre l'ignorer. Il est simplement trop nombreux pour ça. Numéro 4. Le sanglier féral. On estime qu'il y a entre 2,5 millions et près de 3 millions de sangliers férals au Texas. Prenez une seconde. C'est à peu près la moitié de tous les cochons sauvages des États-Unis, concentrés dans un seul État. Ils occupent tous les comtés du Texas, sauf un. Un seul. El Paso, à l'extrême pointe ouest, est le seul endroit qui a réussi à les tenir dehors. Un mâle peut dépasser les 90 kilos. Il est blindé de cartilage, armé de défense et il est rapide. Et surtout, il fait quelque chose que la plupart des grands animaux ne font jamais. Il tient sa position et il charge. Ils se déplacent en groupe et les dégâts qu'ils infligent à l'État sont chiffrés par les agences agricoles et fauniques à plus de 500 millions de dollars par an. Par an. En 2024, un groupe entier a labouré un parc municipal à Kyle, juste à côté d'Austin. Pas un ranch isolé, un parc en ville. Le déni, ici, c'est l'échelle. Les gens savent totalement que les sangliers férals existent de la même manière qu'ils savaient que les embouteillages existent. Une nuisance, un problème rural, la clôture de quelqu'un d'autre. Ce qu'ils n'imaginent pas, c'est le nombre, ni l'agressivité, ni le fait que ces animaux poussent désormais jusque dans les lotissements la nuit, attirés par l'eau et les pelouses arrosées. Numéro 4 pour les 3 millions d'animaux que personne n'arrive vraiment à se résoudre à compter. Mais si celui-là est trop nombreux pour être nié, le suivant a réussi l'inverse. Il est si rare que le Texas a décidé qu'il n'existait plus du tout. Numéro 3, le puma. On arrive au véritable prédateur au sommet de la chaîne texane. Et il est si rarement aperçu que sa rareté s'est transformée en légende. Celle qui dit qu'il a disparu. Il n'a pas disparu. Plusieurs milliers de pumas, une estimation récente a avancé un chiffre proche de 5600, même si personne ne le sait vraiment, se déplacent à travers le Texas en ce moment même. Concentrés dans le Trans-Pecos et le Big Bend, avec des signalements dispersés dans les fourrés du Sud et le Hill Country. Un gros mâle peut dépasser les 70 kilos et parcourir des centaines de kilomètres carrés, chassant le cerf et le sanglier à travers les genévriers et les corniches rocheuses. Fauve, silencieux et pratiquement invisible. Et maintenant, voici le détail qui distingue le Texas de tous les autres États qui abritent cet animal. Le Texas est le seul à ne pas l'avoir géré. Le puma y est classé comme espèce non gibier. Il pouvait être tué toute l'année par presque n'importe quel moyen, sans saison, sans limite, et pendant des décennies, sans même l'obligation de le signaler. Autrement dit, l'État qui partage son territoire avec des milliers de ces animaux ne les comptait tout simplement pas. Ce n'est qu'à la toute fin de 2025 que les autorités texanes de la faune ont enfin présenté un plan de recherche et de suivi pour cette espèce, le tout premier de l'histoire de l'État. Et en 2026, quand est venue la proposition d'imposer une déclaration obligatoire de chaque puma abattu, la mesure de base, celle qui permettrait simplement de savoir combien il en reste, le point a été retiré de l'ordre du jour de la commission. Le geste le plus élémentaire, celui de compter. Et il a trébuché. Ici, le déni s'inverse complètement. Avec la plupart des animaux de cette liste, les gens insistent qu'un prédateur bien présent est absent. Avec le puma, ils ont décidé qu'il était tout bonnement parti. Une légende. Une mascotte de lycée. Un souvenir du temps d'avant. Alors qu'il est là, dehors, dans le noir, traversant des terres de ranch à la lisière exacte d'un État qui grandit plus vite que presque n'importe où ailleurs dans le pays. Numéro 3 pour le fantôme dont le Texas parle au passé, alors qu'il est bel et bien vivant.
Et maintenant, on arrive à celui qui casse les gens. Numéro 2, le requin bulldog. Tout le monde accepte qu'il y ait des requins au large des côtes du Texas. C'est le marché qu'on passe avec le golfe du Mexique. On y entre, on le sait, on l'accepte. Ce que presque personne ne se laisse penser, c'est qu'un requin en particulier ne reste pas dans le golfe. Le requin bulldog remonte les rivières. Il nage dans l'eau douce et brune à 150 km de la moindre plage. C'est un animal large, massif, extraordinairement puissant. Les femelles atteignent environ 3,30 m et plusieurs centaines de kilos. Et il possède un don que presque aucun autre grand requin n'a. Il peut réguler le sel dans son propre corps et passer librement de l'eau salée à l'eau douce. Les autorités fauniques du Texas notent que des requins bulldog ont été trouvés très loin en amont des rivières de l'État. L'un d'eux a été retrouvé mort dans la rivière Trinity, à une soixantaine de kilomètres à l'intérieur des terres, près de la ville de Liberty. Et les estuaires, là où la Trinity, la Sabine et la Neche rencontrent la mer, sont devenus des nurseries. Le nombre de jeunes requins qu'on y recense grimpe nettement à mesure que le golfe se réchauffe. C'est le déni qui coûte le plus cher à maintenir. L'homme qui pêche à gué dans une rivière côtière au crépuscule. La famille qui descend un bras de marée sur des bouées gonflables un dimanche après-midi. Il partage cette eau trouble avec un animal parfaitement construit pour elle. Un animal qui a suivi la marée vers l'intérieur des terres sans le moindre panneau pour marquer le passage. Il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de ligne tracée sur l'eau. L'eau douce n'est pas un refuge contre le requin. Pour le requin bulldog, c'est simplement du territoire en plus. Numéro 2, pour le prédateur qui a ignoré la seule règle que tout le monde comptait sur lui pour respecter. Ce qui nous amène au sommet. Et le numéro 1 n'est pas l'animal le plus exotique de cette liste, loin de là. Numéro 1, l'alligator d'Amérique. C'est l'alligator, évidemment. Mais pas pour la raison que vous croyez. Il n'est pas là parce qu'il est le plus impressionnant. Il est là parce qu'il est celui autour duquel le Texas a le plus parfaitement maîtrisé l'art de ne rien voir. On estime qu'il y a entre 400 000 et 500 000 alligators au Texas, répartis sur environ 120 comtés, depuis la rivière Sabine à l'est à travers les marais côtiers jusque vers le Rio Grande. Et l'écart entre ce chiffre et la manière dont les gens se comportent autour de l'eau est la chose la plus étrange de tout cet État. Réfléchissez une seconde à ce que représente un demi-million. Le bassin de rétention derrière le parc de bureaux, il en a un. L'obstacle d'eau sur le parcours de golf de la côte, il en a un. Le bayou derrière le lotissement, la rivière verte et lente où passent les hydroglisseurs. Tout ça, c'est de l'habitat à alligator, parce que l'animal vit dans pratiquement chaque cours d'eau douce ou saumâtre du tiers oriental du Texas. Un mâle adulte dépasse couramment les 3 mètres. Le plus grand jamais enregistré dans l'État mesurait 4,36 m. C'est un chasseur d'embuscades d'une patience presque surnaturelle. Immobile à la ligne de flottaison pendant des heures, invisible dans l'eau sombre, et une attaque qui se referme en une fraction de seconde. Le Texas a connu un cas mortel impliquant un alligator. Et le Texas l'a simplement absorbé, digéré, rangé quelque part. Les gens continuent de faire leur jogging devant l'alligator de l'étang, exactement comme un citadin enjambe une bouche de métro. Et ici, le déni n'est pas de dire que l'alligator est absent. Tout le monde sait qu'il est là. Le déni, c'est la prétention quotidienne portante structurelle, que ça n'a aucune importance, que l'alligator du lac du quartier est un élément du décor, une curiosité, presque un animal de compagnie, jusqu'au matin où il ne l'est plus. Les gestionnaires de la faune sont formels sur un point. Les alligators les plus dangereux sont ceux que les gens ont nourris, ceux qui ont perdu leur peur. Et cette perte de peur, ce n'est pas la nature qui la fabrique, ce sont les humains. Un morceau de pain à la fois, une guimauve à la fois, dans les étangs exacts où les enfants jouent. L'alligator est numéro 1 parce qu'il est la version la plus pure de toute cette liste, un authentique prédateur au sommet de la chaîne. Un demi-million d'individus vivant dans l'eau, juste à côté de nous, et rendu invisible non pas par la discrétion, mais par l'habitude. On n'a pas cessé de le voir parce qu'il se cachait. On a cessé de le voir parce qu'il n'est jamais parti et que regarder vraiment nous obligerait à changer notre façon de vivre. Alors voilà de quoi parle vraiment cette liste. Pas de peur. La peur, c'est facile. Elle brûle et elle s'évapore avant le petit matin. Elle parle de l'accord. Celui qu'on ne signe jamais à voix haute. Celui qui permet à un État de déverser ses lotissements, ses rampes de mise à l'eau et ses terrasses de jardin par-dessus une chaîne alimentaire encore parfaitement intacte et totalement indifférente aux gens qui la traversent tous les jours. Le lynx roux est toujours sur la ligne de clôture à la première lueur. Le requin bulldog remonte toujours la marée vers l'intérieur des terres. Et quelque part, au-delà d'une route de ranch que vous avez empruntée 100 fois sans y penser, un puma que l'État n'a jamais pris la peine de compter avance dans le noir. Bien vivant, dans un endroit qui a décidé qu'il n'était plus qu'une légende. Ce qu'on sait,
c'est que l'eau reste exactement la même eau, que vous la regardiez ou non. Que ces animaux étaient là avant que les routes aient des noms, et que la surface de chaque étang, de chaque rivière, de chaque mare du Texas ne vous dit strictement rien de ce qui se tient immobile en dessous. En attendant, comme il attend depuis bien avant qu'il y ait quelqu'un ici pour faire semblant de ne pas le voir,